L'arc de la conviction est un énorme tournant dans l'histoire de Berserk. C'est le moment où Berserk change complètement et où Guts aussi change, intérieurement même s'il ne le montre pas encore. C'est le premier grand arc après l'éclipse, le tout premier où on le revoit Guts au premier plan dans ce monde envahi par le mal à cause de l'éclipse, un monde où il ne reste plus rien de l'ancienne bande du Faucon, rien à quoi se raccrocher sauf peut-être la haine. Et même cette haine-là, elle commence à être épuisée. On ne le voit pas encore clairement au début, mais quelque chose d'extrêmement important est sur le point d'arriver. C'est là qu'il devient ce qu'on appelle souvent l'épéiste noir, celui qui traîne l'elfe Puck dans son sillage, qui avance à travers le sang et les forêts, en silence, sans regarder en arrière. Et pourtant, c'est dans cet arc qu'il va croiser des gens qui vont marquer son histoire, des visages qu'il ne peut plus ignorer, des âmes qui vont petit à petit rallumer quelque chose chez lui. Et en vrai, ce que j'aime bien dans cet arc, c'est que c'est pas juste une histoire sur Guts, c'est une histoire sur la foi, sur ce qu'on croit et sur ce qu'on est prêt à faire pour donner un sens au sacrifice. On y croise des fanatiques, des hérétiques, des innocents écrasés entre les deux, et au milieu de tout ça, il y a Serpico, il y a Farnèse, il y a Casca, mais une Casca différente. Brisée, muette, mais il y a aussi Nina, Joachim, l'œuvre d'un monde parfait, et pléthore de personnages à explorer. C'est un monde qui est juste en train de tomber en morceaux, et où chacun essaye de s'y accrocher comme il le peut, parfois dans le déni, dans la folie, dans une foi tordue, brutale et presque inhumaine. Et ce que Miura fait ici, c'est énorme, parce que tout est là. L'Inquisition, la peste, l'occultisme, le God Hand, la légende de Geyserik et du prêtre, ainsi que la nonne que Mosgus va raconter à Farnèse. Il va faire jusqu'à revenir le Skull Knight, Zod l'immortel, questionner directement l'origine du God Hand et peut-être même la nature de Void. C'est clairement pas un petit arc, c'est le cœur battant de tout ce qui va suivre. En fait, l'arc de la conviction est découpé en 3 mini-phases. La première, les enfants perdus, qui suit directement après l'éclipse. D'ailleurs, cette vidéo constitue la suite logique à mon ancienne vidéo justement sur ce mini-arc des enfants perdus. Puis l'ordre des chaînes sacrées, et enfin la cérémonie de la réincarnation. Si vous avez jamais lu Berserk jusqu'ici et que ça vous dit rien, attendez-vous à du lourd, parce qu'une grosse dinguerie va arriver. C'est pas pour vous hype, mais c'est exactement pour ça que j'avais besoin d'en parler. Parce que c'est pas juste une histoire à analyser, c'est une histoire à faire vivre, et à revivre. Alors voilà, cette vidéo elle sera dans la lignée des vidéos que j'ai fait sur Zod et le God Hand. Ce sera aussi un petit fragment de l'iceberg de Berserk, la vidéo la plus longue et construite jamais réalisée sur le Berserk français. On va rentrer dans chaque lieu, chaque partie et chaque tension. Si vous êtes là depuis l'iceberg, ou depuis ma toute première vidéo, vous savez déjà à quoi vous attendre. Vous savez maintenant, je suis pas là juste pour faire des résumés, mais je suis là pour faire vivre l'œuvre, pour la traverser avec vous, à ma manière, dans le fond comme dans la forme. Et si cette vidéo vous touche, elle vous fait réfléchir ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et à partager. C'est pas juste pour l'algorithme, c'est pour que l'on puisse continuer à faire vivre Berserk en France sur YouTube. Merci du fond du cœur pour les 8000 abonnés. Merci pour l'élan que vous donnez à cette chaîne. Maintenant on y va et on rentre officiellement dans l'objectif d'atteindre les 10 000 abonnés. Vous êtes prêts? Alors on va plonger dans la foi, le sang et les cris. Bienvenue dans l'arc de la conviction. L'ordre des chaînes sacrées. Rien que le nom ça claque. T'as l'impression d'un ordre sacré, d'une armée de lumière, prête à repousser les forces du mal au nom de Dieu. Mais dans Berserk, tu sais que tout ça n'est jamais pur, et encore moins la foi. Ce groupe, c'est l'image parfaite de la religion quand elle dérape. Un ordre de fanatiques, en armure blanche, envoyés pour traquer ce qu'on appelle les hérétiques. Leur mission, purifier le royaume de tout ce qui pourrait atteindre un affront à la loi. Et évidemment, un monde où les ténèbres sont littéralement incarnées, où les apôtres se baladent dans l'ombre et où Guts lui-même est un survivant de l'éclipse, bah il devient automatiquement une cible. Mais le truc qui rend cet ordre fascinant, c'est pas juste leur radicalité, c'est ce qu'ils représentent. Ce sont des gens persuadés de faire le bien, des gens convaincus qu'ils agissent au nom du sacré, et au centre de ce délire, il y a Farnèse. Farnèse, c'est pas juste la chef de l'escouade, c'est une jeune femme élevée dans le culte, noyée dans la religion depuis l'enfance. Elle est tiraillée, instable, obsédée par le contrôle. Elle se cache derrière les rites, derrière la discipline, derrière les lois sacrées, mais intérieurement, elle est paumée. Et c'est exactement pour ça qu'elle se jette à corps perdu dans cette foi rigide, dans cette institution qui lui promet un cadre, une mission et un sens. Mais cette foi, elle est tordue. Elle est corrompue par la peur, par la violence, par la volonté de domination. Miura la montre dans toute sa brutalité. Et on le voit très vite, dans les premières scènes avec l'ordre, des tortures publiques, des bûchers allumés pour purifier les pécheurs, des corps empalés vifs, des prières récitées mécaniquement. C'est pas une religion vivante, c'est un spectacle de souffrance sanctifiée. Et à travers tout ça, Guts entre en scène. Lui, il n'a rien d'un hérétique, et pourtant c'est comme ça qu'on le voit. Son look, sa force, son silence, il fait flipper. Et surtout, il est poursuivi par des démons que l'église est incapable de voir, alors il devient une cible facile. Parce qu'il incarne ce que l'ordre ne peut pas comprendre, la nuance, le chaos et la survie hors du dogme. Et c'est là que Miura pose une des plus grandes tensions de l'arc, la foi contre le réel. Ce que Guts vit, ce qu'il traverse, l'ordre religieux est incapable de l'appréhender.
Il ne rentre dans aucune de leurs cases. Alors au lieu de l'écouter, on le traque. On l'attache, on le frappe, on veut l'effacer, et c'est d'autant plus fort que pendant tout ce temps, Casca, elle, est quelque part dans la nature, muette, fragile, brisée. Et Guts, malgré sa rage, malgré sa douleur, essaie encore de la retrouver. Le contraste entre la rigidité de l'ordre religieux et la douleur brute de Guts, c'est ça qui rend cet arc aussi puissant. On comprend vite que la vraie foi, c'est pas celle qui brûle les gens sur un bûcher, c'est celle qui pousse à avancer, même dans les ténèbres. Et c'est ça que Guts incarne. Une foi sans domination, une foi sans église, et une foi sans mots. Et au milieu de tout ça, Miura commence doucement à montrer que quelque chose se trame. Derrière tout ça, il y a un monastère, une rumeur, et des sacrifices. Un mal ancien qui refait surface. Mais l'église, elle, ne le voit pas venir. Elle est trop occupée à prêcher, à condamner et à se convaincre qu'elle détient la vérité. Et pendant ce temps-là, l'enfer se rapproche, lentement. Guts, lui, ne croit plus depuis longtemps. Et dans cette guerre sainte, il n'est ni sauveur, ni élu. Il est une plaie vivante, une arme qui commence à se fendre. Guts, dans l'arc de la conviction, c'est plus qu'un guerrier noir. C'est une lame enragée, affûtée à la douleur mais fêlée de partout. Il avance dans la nuit, guidé par une seule chose, la chasse aux apôtres. Il est seul. Et pire que ça, il est enfermé dans sa propre rage. Ce qu'on voit ici, c'est pas juste un homme qui veut se venger. C'est un homme qui ne sait plus quoi faire d'autre que survivre, trancher, taper jusqu'à ce que quelque chose cède. Et ce quelque chose, eh bien c'est lui. Ce qui est fort avec cet arc, c'est qu'on croit voir un Guts en pleine possession de ses moyens, mais en réalité, il est à bout. Il a passé 2 ans à errer sans autre but que tuer. Il est rongé par l'idée de retrouver Griffith, mais il ne sait même plus s'il veut le tuer ou juste comprendre pourquoi. Il est hanté par sa haine, par Casca qu'il cherche, qu'il fuit en même temps parce qu'il a peur de ce qu'il pourrait ressentir s'il la retrouve dans cet état. Et cette peur-là, il l'enterre sous la violence. Mais ce que Miura fait ici, c'est justement de le forcer à se regarder en face. Pas dans un miroir, mais dans les reflets que lui renvoient les autres personnages. Il y a cette scène où il fait la connaissance de ce qu'on appellera plus tard la Bête des Ténèbres. Une entité qui vit au fond de lui, tapie dans sa haine. Une créature qui lui ressemble trop pour être ignorée. Et là, il vacille. Parce que cette bête, ce n'est pas un ennemi. C'est un miroir. Un instinct pur, brut, bestial, qui le pousse à ne jamais s'arrêter, à tuer encore et encore sans réfléchir, sans faiblir, même quand il n'y a plus rien à sauver. Et c'est là qu'intervient un détail crucial, le feu. Oui, tout cet arc est traversé par des images de feu, de bûchers, de flammes qui consument les corps mais aussi les croyances. Et Guts, dans ce paysage, c'est une torche vivante. Il brûle de l'intérieur, mais il refuse d'admettre qu'il souffre. Il n'a pas le temps pour ça. Il est devenu l'inverse de ce qu'il était dans l'âge d'or. Là où il doutait, où il se cherchait, ici il s'enferme dans la certitude. Mais cette certitude est vide. Et c'est précisément ce vide que les nouveaux personnages vont venir bousculer. Farnèse par exemple, va lui tendre un miroir qu'il ne pourra plus éviter. Elle le méprise, le craint, mais aussi quelque part elle est fascinée par sa violence. Elle sent que chez lui, il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas encore, mais qui ressemble étrangement à sa propre détresse. Et Serpico de son côté observe. Il comprend, il voit ce que Guts ne veut pas avouer, que cette rage est un masque, que derrière l'armure il y a un homme en train de se détruire. Et pourtant, malgré ça, il avance. Il marche, il frappe, il endure, mais ce n'est plus une marche triomphale. C'est une errance, une fuite en avant. Guts n'est pas un héros, c'est une fracture ambulante. Un homme qui a tout perdu et qui, au fond, sait qu'il ne pourra pas retrouver ce qu'il a laissé derrière lui. Dans l'arc de la conviction, Guts, c'est un champ de bataille à lui tout seul. Et c'est ça, la fissure dans la lame. Ce n'est pas juste la fatigue ni les blessures, c'est l'âme, c'est le cœur. Ce cœur qu'il croit avoir enterré, mais qui palpite encore, malgré lui. Mais pendant que Guts avance dans sa nuit, le Midland s'effondre lentement. Une nation qui ne brûle pas d'un seul coup, mais qui se consume de l'intérieur. Le Midland, dans l'arc de la conviction, ce n'est plus un royaume. C'est un cadavre qui bouge encore. L'éclipse a tout renversé, et le monde des humains est en train de se fissurer complètement. L'ordre, la paix, la royauté, la morale, tout ça s'effondre dans un silence lourd. Et le pire, c'est que ça se fait sans grand fracas. Pas de cris, pas de coup d'état, juste une agonie lente, une lenteur poisseuse qui imprègne chaque village, chaque forêt et chaque visage. La guerre a laissé derrière elle une misère totale. Les troupes de l'Empire Kushan, qui se préparent en silence à envahir le territoire, ne sont pas encore entrées en scène. Ce qui reste, c'est la peur, la famine, la maladie, la foi tordue. Et ce vide, cette absence de sens,
C'est exactement ce que les fanatismes viennent remplir. Parce que c'est ça le décor de l'arc de la conviction. Pas un champ de bataille, mais un champ de ruines morales. On y voit des carcasses humaines pendues aux branches, des familles brûlées pour sorcellerie, des bûchers érigés en plein jour comme s'ils faisaient partie du paysage. Et au milieu de tout ça, il y a la tour des châtiments. La tour, elle est censée être un lieu de refuge, une forteresse pour ceux qui cherchent encore protection. Mais en vrai, c'est une énorme prison. Un temple du contrôle, de l'intimidation et du jugement. Les pèlerins qui s'y entassent espèrent trouver la grâce divine, mais ce qu'ils reçoivent, c'est la peur, les accusations et parfois la mort. Au sommet de cette tour, il y a Mosgus, une caricature du zèle religieux, un homme qui croit que faire souffrir est une forme de salut et que tuer pour purifier les âmes est un devoir sacré. Son visage difforme, pétrifié dans une expression de foi fanatique, incarne tout ce que cet arc veut dénoncer, la folie qui naît quand on donne un sens absolu à la souffrance. Et pourtant, Miura ne le traite pas comme une simple caricature. Il nous montre qu'il est respecté, suivi, même admiré par des villageois qui n'ont plus rien d'autre que ça, pour tenir debout. Autour de lui gravitent 6 figures, ses disciples, des corps difformes, rejetés depuis l'enfance à cause de leur apparence, exilés, humiliés, parfois vendus à des cirques ou poussés à vivre dans des forêts. C'est Mosgus qui les a recueillis, un par un, qui leur a dit que Dieu ne les rejetait pas, que leur difformité était un don et leur douleur un besoin divin. Et eux, ils l'ont cru. Ils ont fait de lui un prophète, un père, voire peut-être un dieu. Et ils sont devenus ses bourreaux, ses bras armés, ses fanatiques. Ils manient les outils de torture comme des armes de guerre. Une fois transformés en pseudo-apôtres par l'œuf d'un monde parfait, personnage énigmatique sur lequel on reviendra plus tard, ils deviennent encore plus redoutables, plus rapides, plus forts et plus cruels. On les voit dans la tour, traquer, punir, condamner sans état d'âme, pas parce qu'ils aiment ça, mais parce qu'ils pensent que c'est juste. C'est toute la violence d'un dogme quand il se mue en loi de sang. Et c'est dans ce contexte que Miura introduit Casca, ou plutôt ce qu'il reste d'elle. Casca, elle erre, sans mots, sans souvenirs. Elle fuit tout, les hommes, les regards, les souvenirs. Et dans un monde aussi malade, une femme qui ne parle pas, qui regarde dans le vide, seule, ça attire. Pas la compassion, la violence, l'abus et le rejet. Elle est devenue le symbole de ceux qui n'ont plus de voix. Et ce que Casca vit dans cet arc, c'est une forme de crucifixion silencieuse. On la traite comme un démon, comme une bête. Elle passe de main en main, toujours plus loin de ce que là où elle voudrait être. Et pourtant, au fond, elle survit. Quelque chose tient bon, comme si l'âme, au fond, refusait de partir. Bon, Nina, c'est l'un des personnages les plus détestés de cet arc. Mais pourtant, elle est super importante. Elle incarne la panique, le mensonge, le besoin de sauver sa peau à tout prix. Elle trahit, elle ment et elle fuit. Elle est lâche, oui, mais elle est humaine. Et dans un monde où tout s'effondre, son instinct de survie nous renvoie à une vérité qu'on n'aime pas voir. Parfois, on n'est pas des héros. On est juste des gens perdus qui ont peur. Et c'est ça la force de Miura. Il nous pousse à regarder même ceux qu'on méprise, même ceux qu'on préférerait ignorer. Le Midland ici, ce n'est pas juste un pays, c'est un purgatoire à ciel ouvert. Un endroit où on attend le jugement, mais sans savoir s'il viendra du ciel ou des flammes. Et ce jugement, justement, il approche. Et dans cet effondrement, il y a une silhouette blanche. Une femme qui commande, mais qui doute. Une femme qu'on croyait inébranlable et qui pourtant vacille aussi. Farnèse de Vendimion, c'est peut-être l'un des personnages les plus complexes de l'arc de la conviction. Et pourtant, quand on la rencontre, elle n'est rien de tout ça. Elle est droite, rigide, autoritaire, une noble hautaine certes, commandante de l'ordre des chaînes sacrées, avec un mélange de ferveur religieuse et de colère rentrée. Elle donne des ordres froidement, brûle les sorcières, traque les hérétiques, et impose la loi de Dieu avec une main qu'elle voudrait ferme, mais qui tremble intérieurement. Et c'est ça qui rend son personnage si intéressant. Farnèse se cache. Elle se ment à elle-même. Elle se bat non pas pour une cause, mais contre ce qu'elle ressent. Elle utilise la religion comme un couvercle pour contenir une tornade de doutes, de pulsions et de peurs qu'elle ne comprend pas. Elle est violente parce qu'elle ne sait pas comment faire autrement. Elle est cruelle parce que c'est la seule façon qu'elle a trouvée pour exister dans un monde qui n'a jamais su faire quoi d'elle. Quand elle entre dans l'histoire, elle est presque une antagoniste. C'est elle qui capture Guts, elle qui fait fouetter des prisonniers, elle qui applique les sentences les plus dures sans ciller. Et pourtant, dès qu'on gratte un peu, dès que Guts la confronte, on voit une faille, une fissure énorme sous le masque. Farnèse en réalité, c'est une femme perdue. Une enfant qui n'a jamais été aimée pour ce qu'elle était, seulement pour ce qu'elle représentait. Issue d'une des plus grandes familles nobles de Midland, les Vendimion, elle a été élevée dans le carcan des apparences, des dogmes et des traditions étouffantes. Elle a grandi dans une foi sans question, dans une église sans amour. Et cette rigidité,
qu'elle affiche comme un bouclier, c'est en fait sa manière de survivre. Mais ce bouclier, Guts va venir le fissurer. Pas par des grands discours, hein, pas par une leçon de morale, juste par sa simple présence. Guts n'est pas un homme de foi, il n'est pas un homme de discours. Mais il est vivant, il est vrai, et ça Farnèse ne sait pas le gérer. Elle le hait autant qu'elle l'envie, parce que lui agit sans demander la permission. Lui traverse la nuit sans se cacher derrière un dogme. Il affronte ses démons quand elle se prosterne devant les siens. Et ce contraste va déclencher quelque chose en elle. La scène où elle approche Guts après avoir été enlevée par celui-ci, alors qu'elle est possédée, est l'une des plus fortes de l'arc. Elle ne cherche pas vraiment à se débattre, elle se laisse juste surmonter par le mal. Et quand elle perd le contrôle, quand elle s'approche de lui et qu'il la repousse, ce n'est pas une humiliation, c'est une révélation. Farnèse n'est pas forte, Farnèse n'est pas juste, elle est fragile. Et cette fragilité, pour la première fois, elle l'assume. C'est le début d'un changement, lent, progressif, mais irréversible. Et ce changement, Miura va le montrer de manière magistrale. Plus l'histoire avancera, plus Farnèse va s'écarter du Saint-Siège. Elle commencera à remettre en question ce qu'on lui a appris, à douter de ce qu'elle a appliqué, à observer le monde autour d'elle plutôt que de le condamner. Elle découvre Casca, elle découvre la souffrance, et surtout, elle découvre qu'elle aussi peut faire partie de ces âmes perdues qui cherchent un sens ailleurs que dans les dogmes. Et au centre de cette remise en question, il y a le feu. Le feu, encore une fois. Le feu chez Farnèse, il est omniprésent. Elle le porte dans son nom, dans son regard et dans ses gestes. Elle brûle les corps pour purifier les âmes, mais ce qu'elle ignore, c'est qu'elle est elle-même en train de brûler dans l'intérieur. Le feu devient une métaphore de sa foi, mais aussi de son doute. C'est un feu qui consume, qui détruit mais qui éclaire aussi. Et plus elle doute, plus ce feu devient clair. Moins elle croit, plus elle commence à voir. Farnèse, c'est pas juste une fanatique, c'est une femme qui se remet en question. Et dans un monde comme celui de Berserk, ça n'arrive pas souvent. Alors que les autres se perdent dans les extrêmes, dans la haine, dans le pouvoir, dans le renoncement, Farnèse cherche une autre voie. Elle hésite, elle trébuche, mais elle avance. Et c'est dans ce doute-là, ce doute qui n'est ni une faiblesse ni un aveu, qui fait d'elle l'un des personnages les plus humains de toute l'œuvre. Et ce n'est que le début de son chemin à elle, parce que personne ne traverse ce chaos seul. D'autres âmes se greffent peu à peu au chemin de Guts. Deux présences, deux reflets et deux fragments d'humanité. Dans l'ombre de l'arc de la conviction, deux personnages s'installent discrètement aux côtés de Guts. Deux figures qu'on pourrait à tort considérer comme secondaires, mais qui vont peu à peu devenir indispensables. Serpico et Isidro. Deux prénoms, deux parcours, deux visions du monde, et pourtant, tous les deux vont jouer un rôle clé dans l'humanité que Guts va peu à peu retrouver. Commençons par Serpico. Dès sa première apparition, il détonne. Il est élégant, calme, raffiné et presque indifférent. Toujours un pas derrière Farnèse, toujours dans la retenue, dans le silence. Mais ce silence, justement, il en dit long. Serpico, ce n'est pas un simple chevalier, c'est un observateur, un stratège. Il analyse tout le temps. Et surtout, il connaît parfaitement Farnèse, parce qu'il est son serviteur, mais aussi parce qu'il est son frère de sang. Ce détail, Miura le révélera plus tard, et il donne tout son poids à la relation étrange entre les deux. Serpico, en fait, a grandi dans la même prison mentale que Farnèse, mais lui, au lieu de se débattre, il a appris à s'y mouvoir. Il a accepté les règles, les a intégrées jusqu'à devenir invisible. Et s'il sert Farnèse, ce n'est pas par foi, ni même par loyauté, c'est par devoir. Parce qu'il sait qu'elle n'a personne d'autre, et aussi peut-être parce qu'il est incapable de se penser autrement qu'à sa place d'ombre. Mais tout ça commencera à changer au contact de Guts. Dès leur première confrontation, Serpico sent que Guts est un danger. Pas parce qu'il est cruel ou imprévisible, mais parce qu'il agit sans chaîne, sans dogme et sans attache. Et pour quelqu'un comme Serpico qui s'est toujours construit dans le compromis, cette liberté est à la fois fascinante et insupportable. Il essaye de le contenir, de le ralentir, de le dissuader, mais il échoue. Et à partir de là, il commence à comprendre que l'avenir ne pourra plus se faire dans le silence. Serpico n'est pas un guerrier brutal, il n'a pas la force de Guts, mais il est rapide, rusé et intelligent. Et surtout, il est loyal, non pas à une idée, mais aux personnes. À Farnèse, à Casca plus tard, à ceux qu'il choisit de protéger. Et peu à peu, sans qu'il ne le dise jamais, il devient un pilier dans le groupe. Un bras droit discret mais fiable. Un homme qui doute, mais qui agit quand il le faut. Et c'est cette ambiguïté qui le rend si précieux. Et puis à l'opposé total de Serpico, il y a Isidro. Isidro, c'est l'impulsivité incarnée. Un gosse des rues, un petit voleur, insolent, prétentieux, grande gueule, mais pourtant attachant. Il se faufile dans le récit sans y être invité. Il veut devenir un grand guerrier, il veut rejoindre Guts, et il est persuadé qu'il en a le potentiel. Bien sûr, il se fait humilier très vite, mais il reviendra, encore et encore. Parce qu'Isidro, malgré son âge, a ce que beaucoup d'adultes autour de lui ont perdu.
une foi inébranlable en l'action, en l'élan et en l'envie d'avancer. Et c'est exactement pour ça qu'il trouve sa place. Guts, au fond, se reconnaît en lui. Pas dans la forme, ils sont à des années-lumière l'un de l'autre, mais dans l'élan. Ce besoin de se battre, d'avancer, de tracer une voie à la force du poignet. Isidro ne comprend rien à la tragédie du monde, à l'éclipse et aux apôtres, mais il est là. Il veut bien faire. Il veut apprendre, et cette candeur, cette naïveté, ce feu brut, c'est exactement ce que le groupe avait besoin d'accueillir. Avec lui, Miura introduit aussi une forme d'humour, de légèreté, pas pour dédramatiser, mais pour équilibrer. Isidro, c'est l'oxygène. C'est celui qui regarde Casca avec des grands yeux innocents, celui qui défie Guts même quand il sait qu'il va se faire balayer, celui qui se moque de Serpico, celui qui rit même quand tout le monde semble s'effondrer. Et à partir de là, on a un trio qui commence à se dessiner. Guts, Serpico et Isidro. 3 âges, 3 postures, 3 manières d'exister dans ce monde. Et autour d'eux, Farnèse, Casca, Puck, le groupe prend alors forme, même s'il manque encore la pièce maîtresse qu'on évoquera dans la prochaine vidéo. Et pour la première fois depuis l'éclipse, Guts n'est plus seul. Il ne s'agit pas encore de camaraderie, pas encore d'un nouveau Takanodan, brigade du faucon si vous préférez, mais quelque chose naît. Une ébauche de confiance, une dynamique. Et c'est ça, la vraie richesse de cet arc. Guts reste quand même au centre, mais autour de lui gravitent désormais des âmes qui comptent, qui doutent, qui avancent avec lui, parfois malgré lui. Et c'est ça qui change tout, parce que quand viendra la tempête, quand s'approchera la cérémonie de la réincarnation, ce ne sera plus juste l'histoire de Guts contre le monde, ce sera l'histoire d'un groupe, d'une résistance, d'une dernière tentative pour garder quelque chose d'humain au cœur du chaos. Mais pendant que tout le monde se débat en surface, dans les entrailles du monde, quelque chose se prépare, quelque chose de difforme, de muet et d'essentiel. Au milieu de toute cette violence, de cette fièvre, de cette tension constante entre la foi, la peur, la chair et le sacré, surgit un personnage qu'on n'attendait pas. Un être ovoïde, grotesque, au corps couleur chair, surmonté de 2 jambes humaines et de bras tentaculaires. Aux yeux presque doux, au sourire à moitié humain. Une créature sans nom qu'on finira par appeler l'œuf d'un monde parfait. Et ce surnom, à lui seul, dit déjà tout. Parce que cet être-là, il ne ressemble à aucun autre apôtre. Il n'est pas né de la haine, ni de la vengeance, ni de l'ambition. Il n'a sacrifié personne pour survivre. Il est né du vide, d'un rejet si profond qu'il a perdu jusqu'à son identité. Avant sa transformation, il n'était même pas une personne. Il était personne. Un paria. Un être difforme abandonné dès la naissance, contraint de vivre sous terre, dans les égouts d'Albion. Il passait ses journées immobiles, recouvert de cadavres, oublié, invisible. Jusqu'au jour où un Béélite s'est activé sous lui. Et, à défaut d'un être cher sacrifié, il a offert le monde tel qu'il était. En échange, il a reçu une nouvelle forme, et un rôle. Dans les pages les plus silencieuses de cet arc, on le voit évoluer, toujours en retrait. Il observe les foules, les souffrances, les crimes, les prières. Il assiste à tout ça avec un calme étrange. Et ce qu'il construit, ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas un plan machiavélique, c'est une pensée. Il réfléchit à ce qu'il est, à ce qu'il doit faire. Il croit en quelque chose, en un dessein plus grand. Il pense que son rôle, c'est d'être un pont, un passage, un cocon. Et ce qu'il porte en lui, ce n'est pas qu'une idée, c'est un embryon, un fœtus démoniaque. Oui, celui de Guts et Casca, une créature rejetée par le monde des vivants, errant dans les ténèbres depuis l'éclipse. Et là, dans les ruines d'Albion, l'œuf lui offre un refuge. Il le recueille sans haine, sans peur, comme s'il reconnaissait en lui une souffrance sœur. Il lui offre un rêve, un dernier abri. Et cette fusion-là, elle est discrète, presque invisible, mais elle change tout. Parce que dans cet instant, ce que Berserk raconte, c'est la gestation d'une idole. L'œuf d'un monde parfait devient le terreau d'un renouveau, le réceptacle d'une destinée, d'un être qui va bouleverser le monde. Mais avant d'en arriver là, il faut revenir un peu. Il faut faire un détour. Par la crypte, par un souvenir. Miura, dans sa mise en scène, juxtapose 2 récits, celui de l'œuf et celui que Farnèse écoute dans l'obscurité alors qu'elle visite la chapelle de la Tour des Châtiments. Là, Mosgus va lui raconter une vieille légende, une histoire tordue, recrachée par les siècles, à moitié effacée et à moitié conservée, celle du roi barbare Gaiseric et du saint qui n'aurait cessé de porter les péchés du roi devant Dieu et qui, d'après d'innombrables tortures, lui aurait envoyé un ange. Mais nous, lecteurs, on se doute bien qu'il a invoqué la main de Dieu pour punir le royaume païen de Gaiseric. Et ce récit, il fonctionne à plusieurs niveaux.
D'abord comme un flash historique, un fragment du passé de l'univers de Berserk, mais aussi comme un miroir déformé du présent. Parce que cette figure du prêtre traître, qui aurait appelé la damnation sur un monde corrompu, ça pourrait très bien être le Skull Knight, ou Void, ou les deux. Et dans cette ambiance trouble, incertaine, quasi mystique, Farnèse sent vaciller ce qu'il lui reste de certitude. Elle a été élevée pour croire, pour appliquer, pour punir, mais plus rien ne tient, ni dans le monde, ni en elle. Et pendant qu'elle doute, pendant que tout se défie, l'œuf, lui, avance, tranquillement, lentement, avec cette innocence presque touchante qui rend la chose encore plus dérangeante. Il ne veut pas régner, il ne veut pas punir, il veut accoucher, il veut être le passage. Et quand la cérémonie va arriver, que la tempête va s'abattre sur la tour, et que les corps s'embraseront et que la réalité elle-même se fissurera, c'est lui, l'œuf d'un monde parfait, qui deviendra le centre du feu. Il ne rit pas, il ne crie pas, il murmure. Il murmure qu'il a trouvé son but, qu'il va donner naissance à un monde nouveau. Et dans cet instant suspendu, Miura capture quelque chose de rare. Un apôtre sans haine, un monstre plein d'amour. Un amour tordu, certes, incompréhensible, impossible à définir, mais un amour quand même. Et c'est pour ça que cette séquence est inoubliable, parce que pour la première fois, le mal n'est pas un choix, il est un processus, une transformation, une réponse à une douleur ancienne, sourde et jamais guérie. Et pendant que tout ça se prépare dans l'ombre, un autre être regarde, Zod l'immortel. Lui aussi sentait que quelque chose s'approchait, il y vit un ciel s'ouvrir, reçut la vision du faucon blanc, et pour la première fois depuis longtemps, il vacille. Parce qu'il n'a plus d'adversaire à sa taille, comme le Skull Knight ou Guts autrefois, parce que cette vision, elle le convoque, et il comprend que l'ère des monstres solitaires comme lui touche à sa fin, que bientôt, il aura sa pièce à jouer dans le dessin cosmique de la main de Dieu, et dans quelques instants, cette douleur va accoucher de ce que le monde va appeler un miracle, ou un cauchemar. Tout converge, comme si chaque personnage, chaque fragment de douleur, chaque question suspendue depuis le début de l'arc devait forcément aboutir à ce point, ce moment où tout bascule, où le monde tel qu'on le connaissait n'existe plus. Au sommet de la tour des châtiments, la scène se met en place. Tous les groupes arrivent, chacun porté par ses propres raisons, ses propres erreurs, ses propres fantômes. Guts, bien sûr, dans sa course éperdue pour sauver Casca, Farnèse, totalement dépassé par les événements, mais toujours à la recherche d'un sens à ce chaos, Serpico, toujours à distance, toujours lucide, Nina en chute libre, Joachim brisé, et puis Mosgus, ses disciples. Et au centre de tout, Casca, offerte, sacrifiable. Et là, Miura lâche tout. Il mélange les plans, il superpose le divin, l'humain, le monstrueux. Il casse les frontières. Ce qu'on voit, c'est une apocalypse à la sauce berserk, une liturgie de la fin. L'imaginaire chrétien explose à chaque case. Les ailes, le feu sacré, la foudre, les hurlements. C'est comme si les saintes écritures avaient été avalées par un cauchemar. Les condamnés sont avalés vivants. Les enfants pleurent dans les flammes. Les saints se transforment en bêtes. La tour elle-même devient un temple païen. Un gigantesque bûcher sacré. Et dans cette atmosphère de fin du monde, Casca, impuissante, fragile, hébétée, est désignée comme l'offrande d'élu, une nouvelle vierge à sacrifier. Le nouveau cœur à profaner. Le monde craque, littéralement. Les cieux se couvrent, la chair se tord, la réalité devient souple, élastique, incertaine. On quitte le monde physique, on entre dans l'interstice, cette zone entre les dimensions où les lois humaines ne s'appliquent plus. Et là, comme une réponse aux anciens péchés, la main de Dieu réapparaît. Void, Slann, Ubik, Conrad et Femto, qui attend encore. C'est un ballet divin, mais malsain, grandiose mais insoutenable. Chaque entité prend sa place, comme dans une cérémonie ancienne, une messe oubliée. Et au centre de ce théâtre cosmique, l'œuf d'un monde parfait, silencieux, serein et prêt, car c'est lui en vérité qui rendra tout ça possible. Depuis le début, il savait ce qu'il portait en lui. Ce n'était pas un rêve, ni une vision, ni une simple entité, c'était une semence divine, une idée incarnée. Et cette idée, c'était Griffith, ou plutôt l'enfant démoniaque, déformé par la souffrance, rejeté par la lumière mais toujours accroché à sa mère, à Casca. Et c'est là que Miura fait un geste qu'aucun autre mangaka n'aurait osé. Il nous montre un monstre qui se sacrifie. L'œuf ne se bat pas, il ne demande rien, il l'accepte. Il devient littéralement l'utérus du monde nouveau. Il absorbe l'enfant, il fusionne avec lui, il se laisse traverser, et dans cet instant précis, un cri se propage dans l'espace. Un cri sourd, celui d'une renaissance. Femto est de retour.
mais cette fois dans la matière, dans le monde, avec un corps, avec une présence tangible. Griffith est réincarné, non plus comme une ombre, non plus comme un souvenir, mais comme une chair neuve, une beauté parfaite, une divinité humaine. Et tout ça, on le doit à un monstre qui n'a jamais haï personne, qui a simplement voulu offrir quelque chose au monde. Et comme pour sceller ce basculement, Skull Knight fait son entrée. Il surgit, coupe à travers les morts, atteint l'œuf et abat son épée, une lame en spirale capable de fendre les dimensions elles-mêmes. Et pourtant, ça ne suffit pas. L'œuf survit, pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est déjà inscrit dans le plan. C'est ça, le drame du Skull Knight. Lui aussi est prisonnier, prisonnier de la causalité, de cette mécanique divine qui broie les volontés. Et dans son échange avec Luca, on sent ce désespoir. Ce n'est pas un sauveur, c'est un témoin, un messager maudit qui sait ce qui va arriver et qui ne peut que regarder. Il tente de faire barrage à la causalité, mais il ne peut que s'y résoudre. Griffith, désormais, va quitter le royaume du cauchemar. Il va revenir parmi les hommes. Et cette fin de chapitre, c'est la fin d'un monde où le mal était encore caché, un monde où les apôtres restaient tapis dans l'ombre. Désormais, le Dieu est sur terre. Et tout va changer. Il est là. Pas dans un rêve, pas dans une illusion, pas dans l'ombre d'une dimension lointaine, non. Griffith est revenu. Et cette fois, dans la chair. Un vrai corps, incroyablement jeune, harmonieux, presque trop parfait pour être humain. Né d'un cauchemar difforme, nourri par la douleur d'une femme brisée, porté par un apôtre difforme qui a offert sa propre existence pour le faire advenir. Le résultat, c'est ça, un dieu qui revient par la peau d'un enfant. Ce n'est pas juste une apparition, c'est une consécration. Pas de dialogue, pas d'explication, juste un silence absolu. Et cette silhouette debout, immobile, le regard fixe. Griffith renaît, et tout ce que Guts a fait, tout ce qu'il a traversé, n'a servi à rien. Il était à quelques mètres, il a tout vu, tout compris, et il n'a rien pu empêcher. Le monde a plié, le retour de Griffith n'est pas un événement, c'est une rupture dans la réalité, une frontière franchie, un point de non-retour. Le dieu qu'ils avaient enfermé dans un cauchemar mythologique est désormais là, visible, palpable, incarné et insondable. Parce que ce qui glace, c'est pas sa puissance, c'est ce qu'il dégage, ce calme, cette perfection troublante, cette beauté divine sans expression, sans chaleur, sans haine, sans rien. C'est une présence qui ne semble ni humaine, ni vivante, une coquille, ou au pire, une entité entière, trop grande pour que les émotions humaines y trouvent leur place. Et comme pour confirmer cette nouvelle ère, Zod apparaît. Il voit Griffith, il le reconnaît, et il s'agenouille. Pas par peur, par certitude. Parce que lui aussi, comme les foules qui acclameront bientôt cette figure, voit en lui un roi, un messie, une réponse. En cet instant, toutes les personnes présentes retinrent leur souffle, et ne purent détacher leurs yeux de lui, et tous eurent l'intuition que celui qui l'attendait était arrivé. Mais pour nous, lecteurs, c'est une mise en garde, parce que ce faucon-là n'est pas un ange. Et Miura, dans un coup de génie narratif, ne montrera pas la suite. Il coupe, net. Pas de fuite, pas de cri, aucune scène héroïque, juste le vide. Parce que tout a déjà été dit. Griffith est revenu, le monde n'est plus le même maintenant. La tragédie est bouclée, l'éclipse, le béélite, les sacrifices, les traumas, tout ça trouve ici son aboutissement logique. Mais ce n'est pas une fin, c'est une naissance. La naissance d'un futur sans espoir. D'un monde où le mal n'a plus besoin de se cacher. Et Guts, dans tout ça, fait face au pire. Pas l'ennemi qu'il peut tuer, mais celui qu'il ne peut même plus espérer atteindre. C'est terminé. Le mal a désormais un visage, une forme, une voix. Il marche parmi les vivants, et personne ne pourra dire qu'il ne l'a pas vu venir. Zod, sans un mot,
prend Griffith sur son dos et s'envole dans le ciel. Il quitte les ruines d'Albion comme un chevalier noir qui vient de retrouver son roi. C'est la fin d'un monde, mais aussi le début d'un empire. Et le monde ne sera plus jamais le même. À la fin de l'arc de la conviction, ils ne sont plus les mêmes. Aucun d'eux. Guts, consumé par la rage, traverse encore une fois l'horreur. Mais cette fois, quelque chose a changé. Il n'est plus seul. Ce n'est pas qu'il a fait la paix avec le monde, c'est juste que, pour une fois, des gens sont restés à ses côtés. Que ce soit un gosse insolent, une femme qui voulait le brûler, un homme sans voix, ou une ombre du passé, son enfer est devenu un peu plus habité, un peu plus humain. Farnèse, elle, perd tout. Son pouvoir, sa foi, ses repères. Elle, qui croyait pouvoir expier en punissant les autres, se retrouve nue devant elle-même. Et pourtant, c'est là que commence sa vraie route. Le doute devient une ouverture. Une faille. Oui, mais une faille par laquelle la lumière pourrait passer. Peut-être. Serpico ne parle pas. Il ne crie jamais, mais il voit. Et il comprend. Lui aussi commence à regarder le monde avec d'autres yeux. Non plus comme un serviteur, mais comme un homme. Isidro, lui, débarque dans cet arc sans trop de bruit, mais il apporte quelque chose que personne d'autre n'a. Un élan. Une innocence brute, pas naïve, mais vivante. Et il va vite comprendre que suivre Guts, ce n'est pas une aventure, c'est un combat pour rester debout dans un monde qui veut t'écraser. Et Casca, elle est là. Brisée, vulnérable, inaccessible, et pourtant c'est autour d'elle que tout tourne. Parce qu'elle incarne ce que Guts a perdu et ce qu'il cherche encore à protéger. Pas une femme, pas un souvenir, mais un cœur. Une vérité qu'il ne peut pas abandonner. L'ancien monde est mort. Et ce qui commence maintenant, c'est un monde plus instable, plus désenchanté, mais peut-être aussi plus libre. Car c'est ça, le vrai sujet de l'arc de la conviction. Pas la foi aveugle, mais la vraie foi. La foi dans ce qu'on choisit de défendre, dans ce qu'on refuse de trahir. Pas une idole, pas une religion, une direction, un engagement. Une raison de continuer, même quand on n'y croit plus. Parce que croire, dans Berserk, c'est parfois abandonner. Abandonner son libre arbitre, son humanité, au nom d'un dieu, d'un dogme ou d'une figure trop parfaite. Mais à l'inverse, ne plus croire du tout, c'est aussi mourir, se laisser avaler par le vide. Et l'enjeu de tout ça, c'est de tenir entre les deux. Avec cette vidéo, on referme l'un des arcs les plus denses de l'œuvre. Un arc qui pose les bases de ce qui va suivre et qui, à mon sens, est la vraie charnière de Berserk. Ce que vous venez de voir, ce n'était pas juste une analyse. C'était un cri, une tentative de transmettre tout ce que cet arc m'a fait ressentir. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez entendu. Parce que oui, la suite arrive. Elle portera un nom lourd de promesses. L'arc de la guerre sainte. Griffith a pris cher. Griffith est de retour. Le monde n'est plus le même du tout, et tout ce qui était encore latent va enfin s'incarner. Préparez-vous à la confrontation, à l'éveil et à l'invasion. Sortie prévue cet été, peut-être. Et cette fois, je compte bien vous proposer une vidéo encore plus forte, plus cinématographique, plus personnelle aussi, parce que j'ai envie de revenir en étant vraiment moi-même, de parler avec un peu plus de sincérité, d'oser un peu plus dans la forme, tout en restant fidèle au fond. C'est ça que je veux construire avec vous. Finalement, un immense merci pour vos commentaires, vos partages, vos retours. Cette chaîne, elle grandit, c'est surtout grâce à vous. On approche quasiment des 10 000 abonnés, et chaque palier me rappelle une chose, c'est ensemble qu'on va y arriver. Ce n'est pas juste une simple communauté, c'est une armée silencieuse qui aime autant que moi Berserk. Et franchement, j'aurais jamais cru un jour voir quelque chose comme ça arriver. Alors on continue, ensemble, vidéo après vidéo. Et ce n'est que le début. Merci infiniment, et à très bientôt.